Pendant 10 ans, j'ai voulu perdre 30 kilos. Pendant 10 ans, j'ai échoué. Régime, méthode miracle, médicaments, livres, développement personnel. J'ai tout essayé et bon, au début, je voulais pas perdre 30 kilos, j'en avais pas pris 30, mais petit à petit, j'ai continué à en prendre et chaque essai s'est soldé par un échec cuisant. Et puis à un moment, sans rien faire de vraiment spécial, quelque chose a basculé. J'ai pas décidé de perdre 30 kilos, j'étais vraiment devenue capable de le faire d'un coup. Et la différence entre ces deux moments, c'est le sujet de cette vidéo. Donc déjà, merci d'être là, pensez à vous abonner et j'espère que ça pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. C'est pas une vidéo qui est faite pour te motiver, en fait. Je vais au contraire te dire que ta volonté ne sert à rien tant que l'intérieur n'est pas prêt. Ce quelque chose en toi qui manque, en fait, il se travaille. Il va se chercher petit à petit par les circonstances de la vie, par d'autres choses de ce type. Mais quoi qu'il arrive, tant que ce quelque chose en toi n'est pas prêt, ça ne marchera pas. Si tu cherches une vidéo qui te dit juste il faut s'y mettre, t'es pas au bon endroit. Si t'en as marre d'entendre qu'il suffit de s'y mettre, et que ça fait 20 ans qu'on te le dit, et que tu veux comprendre pourquoi tu n'y arrives pas, peut-être bien que c'est la bonne vidéo. En fait, le déclic, ça se commande pas, ça se prépare. Avant le déclic, j'étais dans la boucle. Je suis sûre que tu connais cette boucle à merveille. On la connaît toutes, hein. Toutes celles qui ont voulu perdre du poids, on la connaît par cœur. Lundi, j'arrête. Ok, mais lundi, en effet, le matin, je me lève, j'arrête, c'est sûr. Mais à 14h, un collègue amène une tarte au citron meringuée, ma préférée. Et donc, j'ai mangé ce morceau de tarte au citron meringuée, donc mon régime est foutu, donc j'abandonne, je suis une incapable et je suis nulle. Mercredi, je repars de zéro, je recommence. Puis jeudi, je suis crevée, alors finalement, je commande un takeaway ou un Uber Eats et je suis nulle, donc j'arrête, ça sert à rien. Alors j'ai fait Weight Watcher, j'ai fait les régimes du camp, j'ai fait la chrononutrition, j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai tenté le Cohen, j'ai fait ce qu'on appelle évidemment très poliment le rééquilibrage alimentaire. J'ai vu une diététicienne, deux, une nutritionniste aussi parce que c'est pas pareil. J'ai vu un endocrinologue, en effet j'avais un petit souci de thyroïde mais je l'ai réglé. J'ai pris des compléments, j'ai téléchargé plein d'applications, j'ai compté des poids, j'ai compté des macros, j'ai compté des protéines et à chaque fois le même scénario, 3 semaines de discipline parfaite, un écart, abandon total, reprise. Là où j'avais peut-être perdu 2 kilos, j'en reprenais 3. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi, que je manquais de volonté, que j'étais faible, que j'étais comme ça et que dorénavant j'allais être comme ça parce que j'avais été mince jusque mes 40 ans, dans un certain contrôle. En fait, je me suis rendu compte à un moment que, échouer 50 fois un régime, c'est pas un manque de volonté, c'est juste qu'il y a un truc que j'écoute pas à l'intérieur de moi, que je veux pas entendre. Alors on va régler quelque chose tout de suite, vraiment, c'est super important. La volonté telle qu'on te la vend, elle n'existe pas. Je ne sais même pas pourquoi, les coachs, en nutrition parlent à ce point de volonté. Ça n'existe pas. En fait, la volonté, elle existe, hein, mais elle ne tient pas dans le temps. Tu n'auras pas de la volonté pendant 365 jours pour perdre 30 kilos. Tu n'auras pas de la volonté pendant 2 ans pour en perdre 60. C'est pas vrai. La volonté, c'est une émotion, c'est un élan. C'est un truc qu'on a le 1er janvier à 22h après 2 verres et le 3 janvier, il est plus là. Ou alors c'est le 6 parce qu'il y a la galette des rois. C'est inspirant la volonté, c'est court et ça meurt. Et on ne fonde pas une transformation sur une émotion, un truc ponctuel comme ça. C'est pas possible. On fonde une transformation sur une autre identité. C'est ça le truc. En fait, quand tu décides de perdre du poids sur une émotion, tu te mets une pression de malade parce que tu dois réussir à provoquer cette émotion en permanence. Or, les émotions sont pas faites pour durer. Tu te mets une pression énorme pour que la partie de toi disciplinée gagne contre la partie de toi qui mange pour essayer de résoudre quelque chose. Parce que c'est ça, hein. À moins d'un problème de santé, on ne prend pas 30, 40, 50, 60 kilos parce qu'on va bien. Et donc, on essaye de demander à notre nous qui va pas bien
de se laisser contrôler par la discipline. Cercle vicieux. Le problème, avec l'idée de se livrer à un champ de bataille à l'intérieur de soi, c'est qu'au final, il y a quand même qu'un seul perdant, c'est forcément un des deux toi. Le déclic, c'est pas une bataille, justement, c'est l'inverse. C'est le moment où la guerre intérieure s'arrête parce qu'une part de toi a cédé et qu'elles ont décidé toutes les deux de faire la paix et de s'allier pour de bonnes raisons. On ne fonde pas une vie sur une émotion. On fonde une vie sur l'alliance de tous les morceaux de soi. Le déclic, pour moi, ça a été un moment très banal. J'avais encore une fois réussi à perdre du poids de la façon habituelle, restriction, sévérité, discipline. Et je les avais repris, tous ces kilos, puisque ma grand-mère était décédée. J'avais laissé la partie de moi qui compense par la nourriture gagner sur la Christelle disciplinée. Et puis, en fait, il y a eu un second décès dans ma vie, pour celles qui ont suivi de près. Un décès très violent. Et j'étais dans mon canapé, un peu catastrophée de ce qui s'était passé. Et là, il y a vraiment eu une voix dans ma tête qui m'a dit: «En fait, je veux pas perdre 30 kilos. En fait, je ne veux plus de cette vie. Pas cette fois c'est la bonne, je veux maigrir. Pas il faut que je perde du poids. Non, juste je ne veux plus de cette vie. Je veux plus de cette vie où j'ai mal partout. Je veux plus de cette vie où je déteste mon job. Je veux plus de cette vie où je suis pas entourée de gens qui m'apportent quelque chose de nourrissant pour mon âme. Je veux pas de cette vie. Je ne veux pas de cette vie.» Ça a été ça mon déclic. Et je me suis aussi dit: «En fait, je vais m'en sortir.» Alors j'ai pas pleuré, j'ai pas pris des notes sur un carnet, j'ai pas fait tout ça. J'ai simplement décidé qu'une partie de la reprise en main de ma vie passerait aussi par le fait d'arrêter de me punir d'accepter cette vie en m'empiffrant. J'avais fini par admettre que je détestais ma vie et que j'avais un pouvoir sur cet état de choses. J'ai pas décidé de maigrir, j'étais devenue capable de le faire. Alors bon, si je m'arrête là, tu vas te dire: «OK, super, je vais attendre mon moment canapé, le moment où moi aussi j'aurai le déclic.» En fait, le moment canapé, forcément, il n'arrive pas par hasard, et surtout, il n'arrive pas à tout le monde non plus. En fait, le déclic, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas, le moment où tu vois une photo de toi, où tu te rends compte que vraiment tu es plus grosse que ce que tu pensais. C'est pas, une remarque blessante de quelqu'un. Tout ça, on y a été confronté 1000 fois, ça vient pas de l'extérieur, le déclic. Le déclic, ça vient d'un moment où tu te dis toi-même que tu es fatigué de toi. Tu es fatigué de cette version de toi. C'est une fatigue qui s'est construite avec le temps, et là, il y a un moment où tu admets que tu ne veux plus être cette personne. Tu n'en as plus le courage parce que c'est plus dur d'être cette personne-là que de travailler à devenir l'autre. Alors la première condition du déclic, c'est d'accepter de devenir quelqu'un d'autre. T'autoriser à devenir quelqu'un d'autre, ça semble facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à maigrir parce que quelque part, elles ont aussi un peu peur de ce qu'elles deviendraient si elles maigrissaient. Est-ce qu'elles décevraient un mari qui les aime comme elles sont? Est-ce qu'elles auraient un peu peur d'être jalousées peut-être? Ou, et c'est le plus grand, peur de ne pas avoir d'excuses pour vivre. Je vous donne un exemple très concret. Pour ma part, je ne voyais plus d'hommes parce que j'étais trop grosse à mes yeux. Mais quelque part, il n'y a rien qui me terrifiait plus que de revoir un homme. Donc c'était plus facile si je me disais: «De toute façon, je suis trop grosse pour fréquenter un homme.» C'était plus facile, évidemment. Le surpoids, souvent, il joue un rôle. Alors pas pour tout le monde, mais souvent, il joue un rôle. Il te protège, il met une couche entre toi et le monde. Finalement, il te permet un peu de ne pas être en jeu. Tant que tu n'as pas autorisé en toi la femme que tu serais sans ces kilos, tu peux pas les perdre. Parce que inconsciemment, tu sais que si tu les perdais, tu n'aurais plus cette couche de protection. S'autoriser, c'est pas se motiver. C'est dire à cette part de toi qui te protège: «Je sais que tu protèges quelque chose et je vais aller voir ce que c'est.» Tant que tu ne t'autorises pas à aller voir tout ça, tu resteras la même. La deuxième chose, et on n'en parle pas souvent, c'est le fait de faire le deuil de cette femme-là. Pas la remercier, pas la célébrer, juste la quitter. Pendant 10 ans, j'ai été quand même Christelle qui a un problème avec son poids.
Alors même avant ça, hein, c'était Christelle a un problème avec l'appréhension d'elle-même physiquement. Mes amis le savaient, ma famille en parlait. C'était presque devenu ma façon de me présenter, de plaisanter aussi à mon sujet, de refuser certaines situations. C'était devenu moi. Le jour où j'ai commencé à maigrir vraiment, quelque part, il y avait aussi une certaine tristesse. Je perdais une part de moi. Je perdais cette femme qui galérait, cette femme qui était mal dans sa peau, qui était presque devenue la définition de moi. La femme qui essayait de plaisanter autour de ses échecs, elle disparaissait. Et personne ne lui rendait hommage. Tout le monde félicitait celle que j'étais en train de devenir. Et en fait, tant que tu refuses de faire le deuil de cette personne-là, après tu reprends. Parce que ne pas reprendre inconsciemment, c'est aussi un peu trahir celle que tu étais. C'est admettre aussi que ces 10 ou 20 ans de combat étaient évitables. J'aurais pu rester la fille que j'étais 10 ans plus tôt avec 20-30 kilos de moins. Et c'est dur de se dire j'ai accepté que ça se passe et j'ai laissé faire. Le déclic, c'est aussi le moment où tu acceptes que ça a été un échec long, mais c'est un échec et tu y fais face. Et sans culpabiliser, sans y rester accroché, sans finalement essayer de sauver cette personne-là. Cette personne-là représente un instant T qui disparaît. Des fois, on n'arrive pas à maigrir parce que perdre ces 30 kilos, c'est aussi perdre la personne qu'on était avec ces 30 kilos. Et on ne se l'autorise pas vraiment. C'est un deuil, un de plus, qui est important. La troisième condition, c'est reconnaître le déclic. Le déclic s'est fait au moment où j'ai observé réellement le mécanisme qui se jouait à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, c'était un jeu de « je suis disciplinée, je faute, je culpabilise, je mange pour encore moins culpabiliser ou pour encore plus me punir. Et puis la discipline revient et je repars dans cette boucle infinie. » Et le déclic, ça a été le jour où je me suis dit « et si une faute n'était qu'une faute ? Et si une faute n'était même pas une faute ? Si une faute faisait simplement partie de la vie ?» Et là, tu te demandes plus si tu vas tenir sur le long terme parce qu'il n'y a plus vraiment de plan. Tu comptes plus les calories au jour, tu les comptes à la semaine ou au mois. Et en réalité, un écart ne veut pas dire que le mois est foutu. Voir les choses comme une journée, c'est l'erreur. Voir le mois comme la journée, là on tient quelque chose. Parce qu'en fait, ça autorise plein de petites choses. Tant que tu vois chaque journée comme l'épreuve, t'es pas dans le déclic, t'es dans la énième tentative. Alors que quand tu vois ça comme un chemin long, la petite faute d'un jour, la glace que tu vas manger sur un marché, l'apéro que tu bois avec des copines, ça ne devient plus l'échec de ta journée. Ça devient un petit passage dans un long mois. Et là, ça change tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un déclic qui se passe et que tu dis là, j'y crois vraiment parce que ça, je peux le faire. Le déclic, c'est quand tu n'as plus besoin d'y penser tout le temps, c'est devenu toi. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu sais que tu en es capable. Et le silence intérieur que tu ressens au moment où tu manges cette glace, qui n'est plus accompagné de culpabilité, c'est le premier tout grand pas. Alors maintenant, la question que tu te poses, c'est « Ok, mais alors pourquoi moi, là, maintenant, j'y arrive pas ?» Il y a 4 choses qui retiennent le déclic, qui le remettent à plus tard. Et souvent, on les voit pas très bien. La première chose sont les bénéfices secondaires. À un moment, ton poids, il te sert à quelque chose. Moi, il me servait à compenser, il me servait à me protéger. Les gens ne me regardaient plus, littéralement. C'est une des plus grandes découvertes. C'est quand tu prends du poids, tu disparais de la société, d'une façon violente. Mais quelque part, le fait qu'on ne me voyait plus, ça m'arrangeait bien. J'avais plus envie d'être confrontée, moi, au regard des hommes. C'est essentiellement au niveau des hommes. Mais j'avais plus non plus envie d'être confrontée aux femmes qui te rejettent parce que tu corresponds un peu plus aux normes. Et en fait, il y a tout un moment où, ah oui, on se dit, je suis bien là où je suis. On me regarde plus, les filles même un peu plus. C'est facile, c'est une zone connue que j'apprécie. C'est le bénéfice secondaire du surpoids. Et il y en a.
Une des deuxièmes choses qui retarde le déclic, c'est une espèce de loyauté familiale. Il y a aussi une sorte de loyauté familiale. Dans la famille, tout le monde avait pris du poids, etc. Donc, il y a ce côté, je suis comme les autres de ma famille. Et quelque part, maigrir, c'est sortir de ce clan. Un clan où en plus les gens sont plutôt gentils entre eux par rapport à ça. T'as des amis qui sont en surpoids, t'as, dans mon cas, des gens qui me suivent qui sont en surpoids. Je suivais des femmes qui étaient en surpoids, je me reconnaissais en elles et il fallait que je dise adieu à ce clan. Ça retenait le déclic. En troisième, dire adieu à l'invisibilité. L'invisibilité, c'est super confortable. On a envie que les gens nous aiment pour ce qu'on a l'air d'être, etc. Mais avec un certain surpoids, les gens qui continuent à t'aimer, tu te dis qu'ils t'aiment vraiment pour qui tu es à l'intérieur. Et en fait, subitement, on allait de nouveau me voir avec un certain physique et m'aimer un peu pour ce physique. Et à mes yeux, c'était pas respectable. Je veux pas qu'on m'aime pour ça. Je veux très clairement qu'on m'aime pour qui je suis à l'intérieur. Ça, c'était encore une chose qui me retenait d'avoir ce déclic. Et puis la quatrième chose qui m'empêchait d'avoir un déclic, et c'est celle que j'ai eu le plus de mal à regarder, c'était que j'étais confortée dans mon rôle de victime. J'avais pris du poids parce que la vie autour de moi me nuisait. Même si j'avais fini par me raconter que j'étais celle qui galère, celle qui essaye, etc., j'étais quand même la victime de mon environnement. Et en fait, perdre du poids, ça me privait de ce statut, de ce « oh, la pauvre Christelle, elle a pris beaucoup de poids », parce que ça ne va pas. Et là, en fait, faut se dire une chose, c'est que quand on a perdu du poids, plus personne ne vous plaint. Vous pouvez plus avoir d'insécurité, plus rien, parce que dans la tête des gens, vous êtes mince, vous n'avez pas de problème. Et tout à coup, il fallait dire adieu à ce rôle de victime intérieure. C'est pas des choses conscientes, aucune des quatre. Je les ai plutôt découvertes avec ma psy. Mais en fait, elles sont tellement invisibles que c'est pour ça qu'elles tiennent dans le temps. Et si on n'a pas encore eu de déclic, c'est qu'il y a quelque chose qui nous arrange aussi dans la situation. Tant qu'on ne sait pas ce qui nous arrange dans la situation, on perd pas de poids. Moi, clairement, une des choses dominantes, c'est que je ne voulais plus que les hommes me regardent. Je voulais plus m'engager dans une histoire d'amour, etc. Et pour moi, le poids était une protection à ça. C'est très compliqué, psychologiquement, mais ça existait. Et de fait, le regard des hommes en perdant du poids s'est tourné vers moi. Alors, vous pouvez me dire que c'est pas à cause de ça que les hommes m'ont regardé, mais parce que j'avais récupéré une certaine confiance en moi. Je suis au regret de vous dire que le beauty privilege, en tout cas en Europe, existe et qu'il est lié au poids. Mais disparaître aux yeux des hommes, c'est très confortable. Très confortable. Alors maintenant, peut-être que j'ai avancé aussi dans ma façon de percevoir les hommes, que j'ai fait des pas là-dedans et que je suis moins angoissée par l'idée que des hommes me voient. Alors, ce qui peut accélérer les déclics, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret et je le répéterai dans quasi toutes les vidéos, c'est d'aller voir un psy. Comprendre ce qui ne va pas, c'est quand même une priorité. Il faut apprendre à aller chercher ce qu'on ne voit pas seul. En fait, tout ça, tous ces déclics dont on a besoin, toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir le déclic, etc., sont des choses qui sont dans des angles morts. C'est des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne veut pas voir. Et c'est exactement le travail d'un accompagnement, évidemment. Pas pour te pousser à faire ce que tu sais que tu dois faire. On sait tous et toutes ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Il n'y a pas vraiment de grand secret. En fait, faire un accompagnement, quel qu'il soit, c'est réellement rendre visible ce que tu refuses de voir. Pouvoir nommer ce qu'on n'ose pas nommer. J'ai pu dire à ma psy des choses qui m'avaient traumatisée et qui, en m'en libérant petit à petit, ont permis le déclic. Je suis en train, moi, de faire une formation de coach ICF. C'est une formation reconnue de façon internationale parce que j'avais besoin de cette légitimité, de cet entraînement, parce que c'est 1 an d'entraînement intensif. Et quand je fais des coachings pour le moment d'entraînement, je me rends compte à quel point, parfois, c'est l'échange qui fait naître le déclic. J'ai vu des déclics chez des clients en coaching d'exercice qui sont évidents, qui sont des espèces de prises de conscience qu'on a comme ça, qui sont fulgurantes, des fulgurances. En fait, on sait tout au fond, mais il faut réussir à le formuler. Et quand on l'a formulé, entendu, accepté, intégré, on avance. En fait, on ne se voit pas soi-même, on ne se voit pas bien, on ne voit pas bien comment on fonctionne. C'est pour ça, souvent, qu'on tourne en rond. C'est pas par manque de courage, c'est tout simplement
par manque de témoins. En fait, un psy, un coach, c'est un témoin de la réflexion. Ma psy, elle disait pas grand-chose, hein. Elle posait la bonne question au bon moment. Et je sais ce que tu te dis, hein, je me le suis dit pendant 10 ans, je vais y arriver toute seule, je connais toutes les règles de nutrition. Je devrais pouvoir y arriver toute seule, j'ai besoin de personne pour y arriver toute seule. Ben non, tu ne dois pas. Si toutes les règles de nutrition, tu les connais, il n'est pas là le problème. Et si tu devais y arriver tout seul ou toute seule, tu y serais déjà arrivé. Et si c'est pas le cas, c'est que tu as besoin d'aide. Le truc de je dois arriver à le faire tout seul, c'est pas du courage, en fait, c'est une croyance. Peut-être qu'on t'a appris que tu devais te débrouiller toute seule et parfois, t'as pas besoin de te débrouiller toute seule. C'est finalement une croyance hyper coûteuse, hein, parce qu'on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'argent en essayant 53 méthodes toute seule et finalement on se plante. C'est un héritage qu'on a eu de mères qui ont porté tout toutes seules ou de grands-mères qui ont porté tout toutes seules. Mais elles n'avaient pas le choix. C'était moins courant d'aller voir quelqu'un. Voir quelqu'un. On prend des coachs pour le sport, on prend des coachs en nutrition, on prend des comptables, on prend tout ça. Si tu voulais apprendre à chanter, tu prendras un coach pour la voix, mais tu vas pas voir un psy, tu vas pas voir un coach, tu vas pas voir un psychanalyste. Et pour la chose la plus intime, c'est-à-dire le rapport à soi, l'image de soi, ce qui bloque en soi, on ne va voir personne. Moi, si j'étais pas allée voir ma psy, actuellement, je ferais toujours 30 kilos de plus. Peut-être même 35 à la vitesse où j'allais. En fait, on n'a pas vraiment besoin de plus de volonté, on a besoin d'un témoin qui nous écoute, nous entend et nous relève 2-3 mots qui font que le déclic se fait. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens bien celle-ci. Tu n'attends pas un déclic, tu attends la permission d'arrêter de te battre. Parce que c'est un combat, hein, et c'est pas un combat contre le poids comme on le pense. Non, c'est un combat contre tout ce qui se joue dans ce poids. Et tant qu'on croit que le problème, il est dehors dans l'assiette, le bon régime, la bonne méthode, le bon moment, la bonne motivation, on continue à essayer, à échouer et à se sentir encore un peu plus mal. En fait, oui, j'ai une gourde, il fait chaud, voilà. J'oublie toujours de retirer un truc du champ, donc de toute façon, aujourd'hui, ce sera ma gourde. Tout ça pour vous dire que le sujet, c'est pas vraiment le poids. C'est pas vraiment notre poids. Le sujet, c'est plutôt notre rapport à notre identité, à ce qu'on s'autorise. Et une fois qu'on s'autorise, les choses changent. En fait, une fois qu'on s'autorise à regarder tout ce qu'on a à l'intérieur et qu'on veut surtout pas voir. Alors, ça peut demander des grands bouleversements, hein. Dans mon cas, ma vie a changé à 100% en un an. À 100%. Plus le même job, plus le même entourage. Enfin, si, hein, j'ai plein d'amis qui sont toujours là, je vous rassure. Mais plus le même job, plus le même mode de vie, plus les mêmes projets, plus le même copain, plus rien de tout ça. Plus le même environnement de travail, plus les mêmes collègues, plus rien. C'est pas magique. Ça demande d'aller chercher loin des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais c'est comme ça qu'on a ce fameux déclic. J'ai même plus consciemment fait régime. Faut se dire que pendant tout un temps, j'ai envisagé des solutions. J'ai commencé, hein, je vous avais dit, le Wegovy très peu de temps et en réalité, c'était pas une solution. C'était pas une solution parce que le problème de l'intérieur, il n'était pas réglé. Dès que j'aurais arrêté, j'aurais repris fois 1000 et j'ai connu des gens qui ont pris du Wegovy qui n'ont pas maigri. Parce qu'en réalité, le problème, il est toujours là et il est là, sacrément là. Je devais trouver ce qui, en moi, faisait que j'avais pris ces 30 kilos et pourquoi je refusais de les perdre. Parce que quelque part, je me refusais à les perdre. Donc tout ça, c'est pas un secret, c'est juste un travail sur soi. Alors, je vous cache pas que si j'ai fini par choisir de devenir coach, c'est bien parce que j'ai constaté ce que ce travail sur moi m'avait apporté. Alors, évidemment, je suis passée par une psy, mais qui était coach aussi, donc ça aidait pas mal. Et j'ai pu voir un peu les 2 approches parce que ça lui arrivait de me dire: «Aujourd'hui, on va plutôt partir sur un coaching». Donc, j'ai pu voir les 2 approches. C'est la raison pour laquelle, j'ai fini par choisir de vouloir faire ce métier parce que, hem, elle m'a tellement aidée à avoir ce déclic que je voulais moi aussi pouvoir permettre à des gens d'avoir un déclic. Pas sur le poids, hein. Je vais pas être coach, en perte de poids, pas du tout, rien à voir. Non, non, c'est pas du tout ce que je veux. C'est
être là pour des gens qui sont dans une transition et qui ont besoin de faire cette transition. Et comme vous le voyez, tout ce travail sur moi a changé ma vie, notamment en me faisant perdre 30 kilos. Alors j'ai aussi appris à travailler sur mon regard sur les hommes, ma confiance, etc. C'est tout un travail qui n'est pas fini, parce qu'en plus, il faut savoir que comme je fais des études de coaching, on est coaché nous-mêmes et qu'ensuite, dans les normes ICF, on est obligé de rester coaché à vie. Donc, on doit avoir un superviseur qui reste là dans nos vies en tant que coach. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense, même si je vais bien, que je vais continuer à voir ma psy et que je vais donc continuer avec ma superviseure en coaching parce que de toute façon, c'est une des normes. Mais j'en suis ravie. Et quand je fais aujourd'hui encore des exercices de coaching avec les gens qui font la même formation que moi, à chaque fois, j'en retire quelque chose. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'un de mes conseils, c'est consulter. Alors, je dis consulter, donc un médecin, un psy. J'essaie vraiment pas là de vous vendre du coaching. De toute façon, tout commence par un psy pour moi. Parce qu'il y a d'abord des traumas qu'on ne va pas travailler chez un coach. Et dans mon cas, il y avait un fatras de traumas qu'il y avait du boulot. Et que tous ces blocages étaient tous liés les uns les autres et tous interconnectés. Et qu'en fait, le déclic est venu finalement du jour où j'ai compris pourquoi tout ça se produisait et comment je fonctionnais. Alors si ce que je viens de dire t'a parlé d'une façon ou d'une autre, je t'en prie, abonne-toi à cette chaîne, mets un like, commente. Alors vous êtes très peu nombreuses à commenter sur YouTube et il y en a beaucoup qui viennent m'expliquer ce qu'elles ont aimé dans la vidéo sur Instagram. Si c'est parce que vous êtes timide et que vous ne voulez pas vous confier, bien entendu, pas de souci. Si par contre votre commentaire pourrait être déposé sur YouTube, sachez que c'est plus positif pour moi que ce soit déposé sur YouTube. Donc je vous en serai très reconnaissante. Si vous pensez aussi que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, envoyez-lui. N'hésitez pas, partagez, likez. C'est la meilleure façon que vous aurez de me dire merci. En tout cas, merci à celles qui sont abonnées et merci à ceux, quelques-uns, qui sont abonnés. On m'a plusieurs fois fait remarquer que je parlais essentiellement aux femmes. C'est vrai, peut-être que je vais essayer de me corriger parce que j'ai quelques amis qui écoutent mon podcast et qui me disent « Bah oui, mais souvent je suis un peu embêtée parce que tu dis tout au féminin. » Je vais peut-être essayer de corriger ça parce que c'est vrai que finalement, ce sont parfois des propos universels, bien que de temps en temps je parle essentiellement aux femmes. Donc je vous remercie d'être là. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions d'idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter sur mes autres réseaux. À bientôt, merci beaucoup.